bien aimé Mommy, mais ça va être plus dur de faire écouter les bons débarras pour X raisons. Mais... Tu sais, l'idée du cinéma aujourd'hui, c'est rendu des belles images, de l'action, etc. Puis que de regarder dans le rétroviseur des films qui ont l'air moins bien tournés, des moins belles couleurs. C'est une expérience esthétique, j'imagine. C'est devenu une expérience esthétique. Si on prend pour base de départ, comme argumentation de départ, que que c'est du divertissement pur et simple, puis que tu vas pas chercher dans les films des grandes questions de la vie. C'est que le cinéma est plus, longtemps il l'a été, existentialiste. Les personnages sont existentiels. C'est un point de vue sur la vie et sur le monde. C'est plus ça aujourd'hui. C'est raconte-moi une histoire, il faut que ce soit du high candy. T'sais. Fait que quand tu vois les bons débarras, par exemple, tu le compares à Mamie, c'est sûr que c'est un film qui est fait 40 ans avant. T'sais. Puis que la pellicule est différente. Le grain est différent, l'œil est différent, les couleurs, le jeu, tout ça. Puis tu peux pas rester juste dans la consommation de la culture contemporaine. D'ailleurs, c'est un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'on est déconnecté de l'histoire. Puis le cinéma, c'est un des plus beaux outils, un des plus beaux objets pour aller investiguer ce qui s'est passé dans l'histoire. C'est des capsules temporelles, tu comprends, d'une société donnée, à une époque donnée, puis qui dévoilent les mentalités, des cultures, des civilisations. Fait que si tu restes juste dans le cinéma d'aujourd'hui, puis tu refuses d'aller dans les films du passé, c'est un refus de l'histoire. Puis c'est un refus de voir d'où tu viens. Puis si tu sais pas d'où tu viens, tu sais pas où tu t'en vas. Tout le monde le sait, ça. Ah, mon Dieu, attends un peu, je sais pas quoi, je t'ai pas dit ça. Donc, la notoriété d'un film repose beaucoup sur les entrées en salle. Euh, et ben, pour avoir du monde en salle, dans les salles de cinéma, ben, ça prend de la publicité, ça prend du marketing, puis ben, ça prend du temps. Parce que le meilleur marketing, c'est du bouche à oreille. Si tu connais quelqu'un qui a vu tel film, puis qui a aimé ça va te donner le goût d'y aller. Puis tu peux avoir le goût d'y aller, puis pas le temps d'y aller. Puis ça peut être teasé, ça peut prendre du temps, ce qui fait que c'est normal que ça prenne c'est ça, que ça a besoin de beaucoup de marketing pour avoir le goût d'aller voir un film. Le problème présentement avec le cinéma québécois, c'est que les films sont programmés pendant une semaine. Souvent, c'est à partir du jeudi. Et là, on regarde, la salle de cinéma regarde les entrées durant le premier week-end. Et si c'est pas à la hauteur des attentes, ben le lundi, mardi, ils prennent leur décision sur la programmation du reste de la semaine et de la suite. Fait que si le premier week-end, il n'y a pas eu assez d'entrées dans la salle, il n'y a pas eu assez de public, ben ils retirent le film, tout simplement. Fait que des tonnes de films qui sont produits au Québec, qui ont une vie en salle d'une seule semaine, alors que, ben, on a beau faire tout le marketing possible avant, si on ne connaît pas les créateurs, puis qu'on n'a pas le temps d'en entendre parler, de savoir que le film est intéressant et bon pour plein de raisons, ben malheureusement, la vie de ce film-là se termine après une semaine en salle. C'est quoi la solution? Je le sais pas. Garder les films plus longtemps, utopiquement, c'est vraiment le fun. Ça reste une entreprise, une salle de cinéma. Je les comprends de ne pas vouloir perdre de l'argent non plus en gardant un film trop longtemps. Ça reste un gamble. Mais on a tellement peu de sous à investir dans les films qu'on a de la misère à en garder pour faire la promotion du film. Sauf qu'au final, si on ne garde pas d'argent pour faire la promotion du film, ben il n'y a personne qui le voit, tu sais. C'est déprimant! Les années 90, encore une fois, ben, Pierre Falardeau qui a ouvert les décennies avec Le Party, un film qui se passe sur une soirée dans une prison, un spectacle de variété pour les prisonniers. C'est vraiment, vraiment très bon. Il a fait Octobre aussi en 94, donc un film sur la crise d'octobre, très différent de celui de Michel Brault, Les Ordres, que j'ai parlé aussi, donc qui va parler plutôt des cellules du FLQ, qui est vraiment, vraiment intéressant. Des années 90, moi, bon, il y a Léolo. Qui a ouvert les années 90 avec un gros bang, qui est un film provoquant, choquant à certains égards, qui met encore à son centre un enfant qui est aliéné de son environnement. Puis c'est autobiographique de Lauzon, de Jean-Claude Lauzon. Puis Lauzon, malheureusement, ben, comme on le sait, il a juste fait 2 films, puis il est mort dans un accident tragique, un accident d'avion. Avec Marie-Soleil Touga, avec qui il sortait à l'époque. Ils sont décédés tous les deux parce qu'ils étaient partis d'un voyage de pêche dans le Nord, puis Lauzon avait son propre hydravion.
Ça me fait de quoi de parler de réalisateurs comme Jean-Claude Lauzon puis Jean-Marc Vallée qui sont partis beaucoup trop tôt, là. Vraiment, vraiment, vraiment trop tôt. Il n'y a pas un film qui parle plus du talent de Jean-Claude Lauzon que Léolo. Inutile de l'introduire, ce film-là. C'est un film qui est né avant moi puis qui va mourir bien après moi, là, t'sais. C'est un film qui a un message qui est immortel, ou qui a une énergie surtout qui l'est. C'est un film avec des images qui bondissent d'un bord puis de l'autre, de l'excessivement positif à l'excessivement choquant. C'est pas tous les jours qu'on voit des films qui se permettent de présenter des images qui sont aussi uniques dans leur viscéralité, dans leur violence d'une certaine manière. Puis c'est pour ça, je pense que ça a marqué le Québec, puis ça a marqué la France, qui a décidé de reconnaître ce film-là dans la compétition officielle. Puis ça, la compétition officielle, c'est pas n'importe quoi, là, t'sais. Les films qui se retrouvent dans la compétition officielle du Festival de Cannes, un des plus grands festivals de films au monde et de l'histoire, c'est des films qui vont repousser les limites du cinéma, qui vont permettre à tous les réalisateurs du monde d'avoir des nouveaux outils, des nouveaux mécanismes, puis des nouvelles inspirations. Fait qu'il a laissé, un peu comme Jean Vigo dans l'histoire du cinéma français aussi, un peu dans un enfant terrible, rebelle, qui va avoir une vision très particulière du monde, puis qui est très personnel. Il fait un cinéma très personnel. Puis en fait, dans les années 90, on va en voir de moins en moins des films personnels. Il reste les vieux auteurs des années 60-70 qui continuent à faire des films, que ce soit André Forcier ou de temps en temps, André Forcier sort un film, ou Michel Brault, il a réussi à en faire quelques-uns films dans les années 90, Arcan poursuit, quoi qu'il va s'en aller à Toronto. Mais Léo Lewis, il me semble être le point tournant du cinéma québécois pour l'amener à un autre niveau. Parce que dans les années 90, ben, c'est toute l'idée de l'ouverture sur le monde. Ça continue comme dans les années 80. Là. Ouverture sur le monde... coproduction, beaucoup de coproduction avec la France, avec d'autres pays. La télévision qui prend encore beaucoup d'emphase, l'émergence de toute une nouvelle génération, comme Denis Villeneuve, parce que c'est là qu'il a commencé vraiment, Denis Villeneuve. Il a commencé à la course autour du monde, là, à la télévision, tout ça, quand il était très, très jeune. Puis après ça, là, bon, il va aller à l'université, il va faire des courts-métrages, Rewind, Fast Forward, des affaires de même. Puis là, il commence à faire ses films au Québec. Maelstrom et tous ces films-là. Puis là, c'est son envolée vers la Mecque du cinéma, qui est Hollywood. Puis c'est là, c'est pour ça que c'est un point tournant. C'est soit tu fais du cinéma, à partir des années 90, là, soit tu vas faire du cinéma dans la tradition des grands auteurs, que ce soit Bergman, puis tous ces auteurs-là, Kurosawa, Polanski, tout ça, ou tu te retournes vers Hollywood, tu dis, OK, la clé du succès, c'est aller faire des films à l'américaine. Fait que les années 90, c'est vraiment ça qui arrive. Puis il y a des gens aussi qui sont transmédia. Je pense à Robert Lepage, entre autres, grand metteur en scène de théâtre, peut-être un des plus grands artistes qu'on a produits au Québec, qui va commencer à faire des films aussi. Le Confessionnal, c'est un autre film très important des années 90, où Lepage passe du théâtre au cinéma, puis qui va apporter avec lui ce regard-là théâtral. On ne parle pas de théâtralité nécessairement dans le sens que c'est anti-cinématique, mais il a vraiment inventé des affaires cool, Lepage, dans les 3-4 films qu'il a fait. Là. La face cachée de la Lune aussi, qui est un très bon film en 2003. La place des femmes, le rôle de la vidéo aussi va émerger dans les années 90 beaucoup. Tu sais, on arrive à une époque aussi où c'est plus nécessaire d'avoir une grosse caméra 35 mm, puis des gros studios, puis un gros budget pour faire des films. La miniaturisation de l'équipement, du hardware, toute l'idée du numérique qui embarque dans la chose, qui rend la chaîne de production beaucoup plus facile et abordable et accessible, va faire en sorte qu'il y a plein de jeunes cinéastes qui vont commencer à tourner dans ces conditions-là aussi. Sinon, c'est Robert Morin, pour moi, qui est un de mes réalisateurs préférés, un réalisateur méconnu. Yes Sir Madame, que j'ai vu l'an passé à la Cinémathèque québécoise. Je le mentionne parce que c'est presque juste là que c'était possible de le voir. Donc, un film qui a été fait par Robert Morin de A à Z, dans le sens où il n'y a pas personne d'autre qui sont inclus dans ce projet-là. C'est lui avec sa caméra. Hi, salut. I'm Earl Tremblay. Je suis Earl Tremblay, puis je suis ici pour parler de moi. And I'm here to talk about myself with the help of
of this film you're about to see, avec l'aide du film que vous allez voir. I'd never touched a camera before. Je savais pas, moi, que faire un film, c'est comme entrer dans son intestin. Making a film is like going into an intestine till you lose it completely. L'intestin, je veux dire, une fois dedans, on peut plus en sortir. Il faut aller jusqu'au bout, puis au bout, il n'y a rien que les goûts. J'avais 19 bobines de film en partant. In the beginning, I had 19 rolls of film. The last one is in the camera right now. La 19e est dans la caméra maintenant. La 18e, j'ai assez capoté tout le long de ce film-là que je me rappelle pas ce qu'il y a sur la 18e. Pas plus que je me rappelle comment je me suis magané les mains comme ça. The 18th roll, well, it's a mystery to me. I don't remember what the hell's on it, just like I don't remember how my hands got so... There's only gonna be one Earl Trombley, pis ça va être moi. No! Je sais pas ce qui va arriver au bout de ce film-là. Mais dans le cas où ça finirait mal, ce que je suis en train de faire là pour être comme mon épitaphe. One thing's clear. Ben, c'est bien évident que doing this in French and English, qu'à parler comme ça dans deux langues, it's gonna make a real fucking Canadian movie. Ça va faire un crise de bon film canadien. OK, let's get going. OK, on commence. Yes, sir. Madame? Yeah, that's enough. Ça devrait. Et il réussit à nous attacher pendant 1h30. On est rivé sur l'écran. On rit énormément. Et ce que j'aime beaucoup avec Robert Morin, c'était pas le début de sa carrière. Il y a ça, madame, il avait commencé un peu avant aussi. Requiem pour un beau sans cœur, entre autres, dans les années 90, Le Nègre. Il y en a plusieurs qui sont emblématiques de son cinéma. Mais c'est qu'à chaque fois, il fait un film qui est différent. Un film qui ne ressemble pas à l'autre. Un film qui mélange le documentaire, la fiction, ou un entre-deux que tu sais même pas c'est quoi. C'est un peu ça avec Yes Sir Madame, ça commence et c'est lui-même, Robert Morin, qui fait la narration sur des images qu'il a filmées avec sa propre caméra. Donc, il met les bobines de pellicule, il y en a à peu près une quinzaine, et c'est une à la fois, et on l'entend parler, on l'entend se débouchonner une bière, on l'entend roter, on l'entend sacrer, on l'entend faire « OK, on va mettre la prochaine ». Puis il parle, et ça explique son parcours. Donc, ça commence en campagne, de l'hiver, alors qu'il n'y avait rien à faire. Après ça, il est à Montréal, il se trouve une job-in. Après ça, et ça build, et ça build, et ça build, et là, tu te dis, là, c'est plus un documentaire que je regarde. J'étais sûr que c'était un documentaire. J'étais sûr que c'était juste lui avec sa caméra. Mais plus ça avance, plus tu fais, OK, là, je suis dans une fiction. Et ça, il y a juste lui pour faire ça. C'est tellement un personnage un peu comme Falardeau aussi, qui fait ce qu'il veut, sauf dans un autre contexte. Mais Robert Morin, je pourrais m'étaler longtemps. J'ai pas vu tous ses films, mais Papa la chasse au logopède, Petit papa au Noël, et plus récemment, là, je fais un saut dans le temps, mais en 2017, Le problème d'infiltration, qui est là, super léché, un film de genre vraiment beau, qui vaut vraiment la peine d'être vu. Mais c'est pour dire qu'à chaque fois, Robert Morin fait quelque chose de complètement différent. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Il y a le journal d'un coopérant aussi dans les années 2010, qui est encore une fois un espèce de documentaire, mais tu te fais prendre au jeu aussi. Un paradis pour tous avec Stéphane Craig, qui est un film avec un seul acteur qui joue plein de personnages, des dizaines de personnages. Donc, il va toujours trouver un concept. C'est une figure de style à chaque fois. Donc, ça, c'est peut-être mon réalisateur québécois préféré. Canis Attaqué, 270 ans de résistance, c'est un film documentaire de Alanis Obomsawin sur la crise d'Oka. Puis à quel point il y a une manipulation des médias traditionnels puis des médias de masse. Dans le fond, le film prend position à travers l'intérieur de la communauté de Canis Attaqué pendant justement la lutte pour l'histoire du Golfe puis l'histoire du territoire. Puis à quel point l'armée a tellement
Je pense que ce film-là est super important parce qu'il pose vraiment fondamentalement la question du point de vue au cinéma. Je pense que c'est quelque chose qui est tellement important. Où est-ce qu'on positionne la caméra? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Puis c'est comme c'est la nature même du cinéma, c'est où est-ce qu'on positionne la caméra pour raconter une histoire. Puis Obama Samon a décidé de positionner sa caméra à l'intérieur des communautés qui étaient aussi très proches de elle. Puis de montrer le point de vue de l'autre côté, ce que les gens habituellement ne voient pas. T'sais. Puis il y a tellement des réalités qui sont troublantes, qui sont choquantes. C'est un film qui est encore criant d'actualité, avec tout ce qui s'est passé récemment avec les communautés des Premières Nations puis les communautés autochtones. C'est un film qui est choquant, mais qui est extrêmement important parce que c'est un film qui est politique, c'est un film qui est militant. Puis ça montre un point de vue qu'on n'a pas beaucoup vu, ou en fait qu'on n'a presque pas vu dans les médias de masse ou les médias traditionnels. Des émeutiers attaquent un convoi de 75 voitures transportant des personnes âgées, des enfants et des femmes de Kahnawake qui quittent la réserve craignant un assaut de l'armée. Un passager, un homme âgé, a fait plus tard une crise cardiaque et en est mort. C'est ça qu'ils ont lancé sur mon père. Il l'a reçu en pleine poitrine. Je me souviendrai de leur figure. Mais cela étant dit, ils sont tout le temps en compétition avec les gros films. Hein? Fait que la clé, c'est la diffusion. Tu peux faire le meilleur film du monde. S'il n'est pas diffusé, ton film, puis personne ne le voit, c'est comme s'il n'existait pas. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est tu fais un film à gros budget qui a un gros succès. Le prochain film que tu vas réaliser, il est mieux d'être aussi bon puis d'avoir autant de succès parce que tu n'en feras plus jamais un film. Tu sais, on est rendu vraiment dans l'ère de la performance ou même la SODEC, les institutions qui financent les films, au Québec ou Téléfilm Canada, vont dire « Ouais, as-tu déjà un diffuseur? C'est qui la vedette qui va être dedans? » Parce que, puis même les acteurs qui vont commencer à faire des films. Comme réalisateur, en tant que réalisateur. Donc, ça change beaucoup. Ça a beaucoup changé dans les années 80-90. C'est là que ça a commencé. Puis rendu dans les années 2000, ben moi, je vois ça comme vraiment la continuité des années 90. Je vois pas quelque chose qui... Oui, c'est encore la tension qui existe entre le cinéma d'auteur et le cinéma commercial, qui est toujours là. Puis j'imagine que l'idéal, c'est de réussir à avoir les deux dans un film. Faire quelque chose qui a une valeur, qui a de la substance, qui est personnelle, qui est originale, puis qui va rejoindre un public, puis qui va connaître un grand succès. Comme j'ai précisé, il y a eu une première vague de cinéma commercial dans les années 70, puis au début des années 80, mais aussi dans les années 90. On a commencé à avoir des comédies qui marchaient beaucoup au box-office. Je pense notamment aux Boys, qui a été vraiment comme un film assez important dans la culture québécoise, dans la culture populaire. Donc, un grand succès au Québec qui a battu le Titanic, je crois. Donc, une des rares places en Amérique du Nord que pendant le début de 1998 avait battu le Titanic, les Boys. C'est important parce que c'est pas un film qui est reconnu pour sa réalisation. Tu sais, c'est vraiment un film qui est reconnu pour son humour, son scénario, ses dialogues, ses acteurs. La panoplie d'acteurs là-dedans est incroyable. Dans un film sur le hockey, donc ça nous parle énormément et c'est dans le cinéma populaire et je pense que c'est important aussi d'en parler. Le cinéma populaire est très... C'est ça qui fait sortir les gens pour aller en salle. On se le cachera pas, là. C'est pas un Bernard Hémond qui va attirer des foules. C'est plus, justement, des films comme Bon Cop, Bad Cop, comme De Parents flics, Menteur. C'est correct que ça existe. Ça en prend aussi, des films comme ça. Il y en a des moins bons que d'autres. Il y en a qui sont capables d'être un peu d'auteur tout en étant populaire, de rendre la ligne un peu plus floue entre les deux, parce que c'est jamais tout noir ou tout blanc. Mais je pense à La Grande Séduction aussi, qui est un film, une comédie, c'est ultra drôle, c'est populaire, mais ça a une richesse. J'ai fait un saut dans le temps, déjà rendu dans les années 2000, mais c'est un film aussi très important. Donc, pour moi, Les Boys, c'est peut-être aussi dans les premiers films québécois que j'ai vus ou que j'ai aimés. Je me rappelle que mon père, il avançait des scènes de nudité parce qu'il se faisait surprendre lui aussi, puis j'étais un peu trop jeune pour les voir. Et je me rappelle que j'ai vu le 2 avant le 1.
mais je les ai tellement vus que ça change rien. Je connais les répliques par cœur. Alright. Fait que là, on est rendu à, je pense, le next c'est Crazy. Les Boys, as-tu ça, les Boys? J'ai pas vu les boys. Pas vu les Boys. Non. Non, mais c'est parce que c'est un film de hockey. Puis Hein? c'est un film de hockey, puis je n'écoute pas le hockey. Il y a une chanteuse très populaire qui incarne la mère de Léolo dans le film Léolo de Jean-Claude Lauzon. Comment s'appelle-t-elle? Chanteuse, très populaire. Je vais dire. Voyons, Ginette Renault. Oui! C'est ça? Oui, c'est ça. As-tu déjà vu Léolo? Non. J'ai aucune idée. Je sais c'est quoi ce film-là, mais Ginette Renault, même? C'est ça? Oui, c'est That's exactement it. ça. That's Charlot aussi avait de Ginette Renault. Ginette Renault. Quelle chanteuse incarne la mère de Léolo dans le film de Jean-Claude Lauzon, Léolo? Céline Dion. Ah non, Ginette Renault. Oui, absolument. Quoi? C'est une chanteuse. Il y a une chanteuse qui incarne la mère du personnage principal, Léolo, dans le film de Jean-Claude Lauzon, Léolo. Hey, j'ai vu la pub en plus il y a genre une semaine, même pas. Elle est bien populaire. J'ai vu la pub. Non, je vais rien dire. On la cave. Donne-moi une chanteuse québécoise. Ça me tente pas. Parce que ce serait pas ça. Ça me tente pas. Je boycotte ta question. Ouais, non. Je dis non. Je refuse. Loser. Qui représente l'acronyme Crazy dans le film Crazy de Jean-Claude. C'est le nom des 5 enfants, en fait. Peux-tu me les nommer? C'est, je vais te dire, pas en ordre. Raymond, Antoine, Zach, Yvan, puis Christian, je pense. Oui, 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 excellent, super. Je le savais, mais je me rappelle pas. Non. Je suis vieux. Aucune idée. Aucune? Aucune idée. On va-tu avoir la réponse? C'est l'acronyme des. Des enfants. OK, je Est-ce savais que pas t'as ça. déjà vu Crazy? Ou, Oui, oui, plusieurs fois. Oui, oui. Ben, c'est les prénoms des 5 gars. Mais là, faut que je les nomme. Ouais. Là. C'est Christian, Raymond. Le A, je suis plus sûr. C'est pas Alexandre. Alain. Non. C'est quoi A? C'était quoi déjà? Antoine. Antoine. Ouais. Zachary. Puis le dernier, ça doit être Yannick. C'est quoi Y? Yves? Yvan. Yvan. Ouais. Ah ouais. Non. Je sais pas. T'as aucune idée? Non. T'as vu Crazy. Je sais full c'est quoi. Est-ce que t'as pas vu Crazy? Tu vas perdre ta citoyenneté, man. Ouais, je sais. On va te l'enlever, puis Je sais. je vais être content. Ouais, je sais, j'écoute pas full de films québécois.